Et à la une de Sud Radio ce matin, les annonces du Premier ministre, notamment sur le domaine économique. S'il y a eu plusieurs annonces concernant potentiellement des baisses de la fiscalité, concernant les heures supplémentaires, un rajout de la prime Macron a été évoqué devant le Parti socialiste hier, une fameuse taxe sur le patrimoine financier. Pascal Delima, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef économiste chez BKMC, c'est le Business Knowledge du Management Consulting. Et c'est vrai qu'on avait besoin de vous pour détricoter un peu toutes les idées qu'on entend. Déjà, commençons par le début. Qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine financier? C'est quoi? C'est l'argent qu'on a sur les comptes? Est-ce que c'est le livret A? C'est l'argent qu'on planque sous le matelas? Parce que si tout d'un coup, la taxe réservée aux plus riches commence à toucher la classe moyenne, c'est une autre histoire. Non mais c'est ça, on élargit de plus en plus le nombre de personnes concernées par un nouvel impôt. On avait la taxe Zucman, c'était 1800. On a l'impôt sur la fortune, on en a aussi parlé, ça va jusqu'à 350 000 personnes. Et là, on va encore élargir un peu plus jusqu'à la classe moyenne, puisqu'on parle d'un impôt sur le patrimoine financier, donc actions, obligations, livret A, assurance vie, les comptes bancaires, les produits bancaires classiques. Alors, le matelas de sécurité en monnaie sonnante et trébuchante, ça va être compliqué parce que c'est dur à évaluer. Mais voilà, à moins de faire venir des gens chez soi, enfin des banquiers, on n'en est plus là aujourd'hui. On est plus dans le numérique, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'on est en train d'élargir l'assiette fiscale de plus en plus vers la classe moyenne. Mais donc, vous confirmez que le patrimoine financier, je pense à ceux qui nous écoutent, tout d'un coup, on a l'impression que le patrimoine financier, on se dit, oh bah oui, ça concerne les plus riches, les grosses fortunes, les fameux patrons qui sont en une de challenge assez régulièrement. Mais non, on est d'accord que ça peut aller jusqu'à, en effet, les comptes avec l'argent qu'on met de côté un peu chaque mois depuis des années, peut-être. Ah bah oui, si on parle de patrimoine financier au sens le plus large, ça concerne tous les patrimoines financiers. C'est quoi? C'est les actions, les obligations. Évidemment, ces actions et ces obligations sont des supports de produits bancaires classiques que l'on connaît via les assurances vie, les livrets A, et puis toutes sortes de patrimoines bancaires et financiers, comme les livrets de développement durable également. Comme voilà, ça fait partie. Alors je pense que le gouvernement va préciser un peu les choses quand même. Mais en tout cas, on a des raisons d'être un tout petit peu inquiet de cette pression considérable qui est exercée maintenant, encore une fois, sur les personnes un peu moins riches, on va dire. Mais est-ce que ce n'est pas en réalité contre-productif, pour pas dire paradoxal? Parce que on nous disait il y a pas très longtemps, notamment à droite, Philippe Juvin était à ce micro hier, qui nous disait mais en réalité, nous on acceptera quelques taxes uniquement si on ne touche pas aux fruits du travail, à l'appareil productif. Mais si on va chercher, on va dire, jusque dans l'économie des gens, c'est le travail qui a fructifié tout ça. En fait, ce qu'on dit... C'est une injustice crasse. Mais c'est une injustice. Mais c'est pourquoi? C'est que ce qu'on dit jamais, c'est que le travail est facilement traçable. Parce que le travail, il a une adresse, une entreprise, il a une adresse, un domicile, et quelque part, c'est facile à taxer, si vous voulez. Alors que les grandes multinationales, les patrimoines mondiaux, etc., mondialisés également, sont plus compliqués à tracer. Et puis, il y a un lobby très fort et une puissance de frappe juridique, le cas échéant avec les avocats, qui est considérable. Alors que c'est pas le cas, évidemment, pour monsieur tout le monde, j'allais dire, la classe moyenne, où là, effectivement, on n'a que le travail, que l'adresse du domicile, facile à détecter parce que c'est déjà dans l'impôt sur le revenu. Et donc par conséquent, voilà, on se retrouve un petit peu coincé aujourd'hui. On va encore probablement aller vers le travail. C'était déjà un débat avec la taxe Zucman, parce qu'on disait que les entrepreneurs finalement n'étaient pas des rentiers, n'étaient pas des héritiers, et donc par conséquent c'était leur fruit de leur travail qui était taxé aussi. On parle aussi d'une taxation des fameuses holdings. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et peut-être aussi, on en discutait à l'instant avant que l'émission commence, avant que les micros s'allument, et expliquer à quel point en réalité une holding, il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire pour avoir une holding. C'est tout simplement parfois le rassemblement d'une société. C'est-à-dire que notre pâtissier tout à l'heure, champion du monde de la praline d'or, il suffit qu'il ait un magasin et une société on va dire, pour faire des moulures en chocolat, ça suffit potentiellement pour avoir une holding. Oui, ce sont des sociétés écrans, des sociétés chapeaux, alors qui sont, communes, qui existent dans énormément d'entreprises évidemment, et qui hébergent un certain nombre de revenus, des dividendes, des revenus immobiliers, et puis des charges aussi déductibles, comme les frais de déplacement pour un certain nombre de collaborateurs. C'est très très commun. C'est une sorte de double société avec une société un peu tête de pont, qui est un montage très connu, classique, et qui aujourd'hui qui fait appel à un peu plus de justice aussi. Et c'est pour ça qu'on disait aussi dans la taxe Zucman que taxer un petit peu les holdings, c'est
peut-être un moindre mal et puis laisser tomber le reste, quoi. Pascal Delima, chef économie chez BKMC, une dernière question. Est-ce que vous entendez aussi cette musique qui monte de plus en plus, on l'évoquait avec Théo Ampillac dans la revue de presse, cette musique qui monte où de plus en plus de Français non seulement commencent à mettre de l'argent à l'étranger, mais aussi commencent à regarder les autres pays européens pour potentiellement fuir le matraquage fiscal. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord et ensuite est-ce que vous pouvez nous dire que oui, bien sûr, ce n'est pas les grosses fortunes qui y pensent, mais de plus en plus de Français, on va dire, comme pour reprendre votre expression, monsieur et madame tout le monde. Exactement. Comme la pression fiscale, avec de nouvelles idées d'impôts sur les classes moyennes, c'est pareil pour l'évasion, la fuite de la pression fiscale française. On l'a vu avec l'abrogation de l'impôt sur la fortune. Pourquoi ça a été fait? Parce qu'il y a eu de l'exil fiscal. Et aujourd'hui, on parle d'imposer une assiette fiscale plus large avec un nombre de Français plus important jusqu'à la classe moyenne, supérieure, moyenne, etc. Et donc, finalement, forcément, on va vouloir protéger ces liquidités. Les temps sont relativement incertains, etc. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et puis, on connaît certains pays aussi qui à la fiscalité, on va dire, plus intéressante, avantageuse. Merci beaucoup Pascal Delima d'avoir été avec nous ce matin, chef économie chez BKMC et la Business Knowledge Management Consulting. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, d'avoir essayé de démêler les différentes propositions du Premier ministre.